Alors tout d'abord, merci les juristes de ne pas avoir été contradictoires. Parce que on a du mal souvent, hein, quand même, dès qu'on en trouve deux, eh bien, on a au moins trois positions différentes, et la troisième nous dit que les deux premières étaient quand même pas tellement soutenables. Non. Alors là, c'était quand même cohérent. Il n'y avait pas exactement la même tenue, hein. Je commence simplement par l'analyse, hein, pour parler ensuite du développement. Mais je voudrais, parce que moi je parle ici en tant que stratégiste, je voudrais vous mettre deux cadres hors contexte, que vous voyez où je veux en venir, si vous y arrivez, de façon claire. Vous connaissez tous le jeu d'échecs, les Arméniens sont très forts là-dedans. Alors donc je vais vous raconter une histoire de jeu d'échecs. Vous savez que, à part le roi, évidemment, la pièce maîtresse, c'est la reine. Mais en fait, c'était pas comme ça avant. Alors un jour, donc, les juristes vont tout de suite voir où je veux en venir. Un jour, donc, la reine d'Espagne, on lui explique le jeu d'échecs, et trouve quand même que la reine est un peu molle. Hein. Parce qu'elle bouge à peine, la reine, vous savez le voir. Hein. Alors elle dit, mais quand même, ce n'est pas les mouvements d'une reine. D'ailleurs, il faut voir qu'à l'époque, elle était plus reine que le roi, vous voyez ce que je veux dire? Donc le roi va essayer de suivre la vitesse de la reine. Et donc, on a fait la nouvelle règle. Vous vous rappelez maintenant tous qu'une reine, eh bien, elle a le mouvement aussi bien de la tour que du fou. Alors qu'avant, elle était réduite, elle ne pouvait pas aller à un horizon plus loin qu'une case. Vous voyez? Alors cette reine-là, à l'époque, on l'a appelée la reine folle. Donc, vous voyez les analyses des joueurs d'échecs de l'époque, dans les livres, ils disent la reine folle. Et puis finalement, c'est devenu la reine. Et le mieux, pour nous, c'est que vous ne saviez même pas la reine avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on a l'impression au départ que le jeu d'échecs, c'est quelque chose de très codifié avec des règles. Et on oublie que ces règles changent de temps en temps en raison de la politique. Donc, si on le sait, on pourrait se dire, par exemple, alors que les jeux d'échecs, comme vous les connaissez, en gros, eh bien, ils ont déjà quelques siècles, vous avez nettement plus avant, mais ce n'étaient pas les mêmes règles, eh bien, c'est pas sûr, par exemple, qu'on joue au jeu d'échecs dans 300 ans de la même manière. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, dans un premier temps, bah, ça ne va pas changer, c'est codifié, c'est clair. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Alors, donc, c'est ce qu'on fait, nous, en stratégie. En stratégie, on réfléchit au problème de façon différente. On dit, on va utiliser les instruments qu'on a et pas ceux qu'on voudrait avoir. Et moi, ce que j'ai entendu dans les deux propositions, c'est souvent, en fait, de la part des Arméniens, ça nous fait de la peine de ne pas avoir eu gain de cause alors que c'était vrai ce qu'on disait. Oui, on a ça, ce sentiment-là. Mais si vous avez ce sentiment, c'est très simple, il ne faut pas aller en justice. Il faut simplement dire, j'ai raison, voilà. Dès que vous allez en justice, vous allez dans des rapports de force, des lois, des considérations, des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre, des gens qui vont vous dénigrer en vous disant, mais ce que vous dites, ça n'existe même pas. Alors après, on est vexé parce qu'on se dit, mais quand même, enfin, on avait raison. Alors, les Arméniens et les Grecs ont un point commun, c'est qu'ils pensent que comme ils ont raison, ils vont avoir raison. Et les Turcs ont un point de vue complètement différent, c'est qu'ils savent qu'ils ont tort, et le problème, c'est comment ils auront raison. Et oui, vous voyez la différence. Alors le point de vue, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous jouez, par exemple, contre un joueur qui est très fort. Eh bien, vous attendez quand même que de temps en temps, il fasse une petite erreur. Hein? Vous priez. Vous dites, j'espère qu'il va se planter. Et puis après, quand vous vous plantez, vous repriez encore plus fort en disant, j'espère qu'il ne va pas le voir que je me suis planté. Et puis après, ben, vous vous rendez compte qu'il le voit. Alors après, vous vous dites, ben, Dieu m'a oublié. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, vous êtes moins fort. Voilà. Donc en fait, l'autre, il voit vos coups, vous êtes prévisible, et vous allez venir, il vous apparaît, il vous a planté, et après, vous vous dites quand même, c'est dégueulasse. Alors, c'est un peu pour vous prévenir, parce que le discours va être un peu différent, pour vous dire quoi? À partir du moment où on rentre dans un cadre formel, il faut connaître bien les règles. Par exemple, je t'ai entendu dire, mais quand même, le Turc a voté.
Donc personne n'a gueulé parce que sans doute on vous a dit qu'il faut respecter le protocole et il ne fallait pas intervenir au moment des interventions. Bon. Alors que ça soit clair, par exemple, si vous allez à la Cour européenne des droits de l'homme et vous voulez faire un recours pour la non-jouissance de propriété, eh bien vous allez vous retrouver dans une chambre où il y aura 8 juges. Et l'un des juges eh bien, appartiendra à l'État que vous accusez. Et donc au moment des votes, il y aura 8 votes. Et l'un de ces votes, ça sera l'État que vous accusez de ne pas avoir respecté vos droits. Donc en général, on a des élections, entre guillemets, je dis ça pour remettre le contexte politique, 7-1. Donc si vous ne connaissez pas, vous dites, quand même, ils n'étaient pas tous d'accord, il n'y a pas eu unanimité, mais c'est normal parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Alors c'est encore plus judicieux, parce que vous allez remarquer que comme on sépare l'essence et de la thérapie, eh bien on a des votes différents entre l'essence et la thérapie. Alors l'essence, ça veut dire simplement que vous avez raison, et la thérapie, c'est combien d'argent on va vous donner. Alors il faut savoir quand même que dans les étapes, même de la Cour européenne des droits de l'homme, et là je voudrais insister parce que ça n'a pas été dit aussi clairement, je pense pour des gens qui ne sont pas initiés, la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas la Cour de l'Union européenne. Donc il n'y a pas que des pays européens. Parce que ce que j'entendais comme discours, c'est que les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que, en gros, c'est une cour de l'Union européenne. Non, parce que ça, c'est celle de Luxembourg. La Cour européenne des droits de l'homme dépend du Conseil de l'Europe. Après le moment où elle dépend du Conseil de l'Europe, elle dépend de 47 pays et pas de 28. Donc les règles sont différentes. Et à partir du moment où on est dans le Conseil de l'Europe, il faut voir la différence. Donc je m'explique là-dessus sur le plan stratégique. En ce moment, vous savez très bien ce qui se passe au niveau du Brexit. Même si vous ne savez pas où ça va aboutir. Mais en fait, on sait très bien quelque chose, c'est que quand on est dans l'Union européenne, soit on est dedans, soit on est dehors. Pour le Conseil de l'Europe, c'est pas pareil. Vous êtes dedans jusqu'à un certain point. Ça dépend des protocoles que vous avez signés. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous receviez une claque et que ça vous remette d'aplomb et vous dire ça va être pire après. Alors, 1974, officiellement, historiquement, on a l'invasion de Chypre par la Turquie. Très bien. Donc jusqu'à là, ça va. Alors maintenant, je vais vous dire le même événement décrit par la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. Eh bien, en 1974, il n'y a pas d'invasion. De 1974 à 1987, il n'y a pas d'occupation. Et il y a occupation à partir de 1987. Alors, première question pour des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est comment on peut occuper un pays sans avoir envahi? C'est une question. Donc les juristes s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend des protocoles qu'on a signés. Donc la Turquie signe un protocole de libre-échange qui va être mis en action en 1987. Et donc on a le droit de faire des recours contre la Turquie après 1987. Donc, exemples qui font jurisprudence, l'affaire Titina Aloïsidou, elle a fait un recours, elle a été payée, mais pour son droit de propriété de 1987 à 2003. Vous allez me dire, mais elle l'a acheté en 87? Non. Non, elle l'avait avant 74. Pire, on a ce qu'on appelle l'estimateur, c'est-à-dire celui qui va estimer votre non-jouissance. Alors, il va, il se renseigne, il dit quelle est la propriété avant 74, il la déchiffre, il la code, après il fait l'estimation de 74 à 87, mais ça ne compte pas. Il démarre en 87 et il s'arrête en 2003. Je pense que vous êtes tous contents là, non? Alors vous allez me dire, c'est quand même vraiment lamentable. Oui, mais c'est le problème du droit international. En droit international, il faut que l'État qui est accusé accepte qu'il est accusé. Le droit international n'est pas comme le droit privé. En droit privé, si quelqu'un vous accuse, eh bien quelqu'un va faire un procès contre vous. Et ça commence, et après on est obligé de dire vous étiez innocent ou pas. En droit international, tout le monde peut vous dire que vous êtes coupable. Si vous acceptez pas que vous êtes coupable, vous n'êtes pas coupable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est normal, si vous y pensez, parce qu'en fait, ils avaient peur que n'importe quel État s'amuse à accuser n'importe quel autre. Donc ils se sont dit,
pour accepter et avoir une situation juridique claire, ça serait quand même bien que l'État accepte qu'il a été responsable. Par exemple, l'Allemagne a dit « je suis responsable de ma période nazie ». Et puis ensuite, on a le problème de l'État successeur. Parce que la problématique qu'on a ici, et qu'on ne se le dit pas, c'est notre gros problème avec la Turquie, c'est que la Turquie, c'est la même. C'est pas une autre. Alors que par exemple, l'Allemagne, c'est une autre. On a parlé par exemple du franquisme. Eh bien, l'Espagne actuelle n'a plus rien à voir avec l'Espagne de Franco. Si maintenant l'Espagne actuelle était la continuation de l'Espagne de Franco, ben, je peux vous dire que le franquisme, pour l'accuser, ça serait vraiment très difficile. Donc, ce n'est pas simplement qu'on a des spécialistes du révisionnisme, on a des spécialistes du génocide. Et ils sont encore là. Ils savent très bien que dans le processus de Stanton, les 8 phases, il faut vous rendre compte en fait que dans les 8 phases, le génocide c'est la 7e. Vous allez me dire, il faut vraiment être crétin pour ne pas comprendre qu'il y a eu 6 phases avant. Ben, c'est en général ce que subit la population. C'est-à-dire qu'elle ne réagit pas sur les 6 phases, à moins d'avoir un spécialiste qui va lui dire dès la première, vous savez, il y a un problème, hein. Ça commence à être, ça sentit le roussi. Hein. Donc c'est pareil. Quand on dit par exemple sentir le roussi, si vous avez des femmes qui savent bien cuisiner, dès qu'elles sentent une petite odeur, hop, elles savent que ça commence à attraper. Vous avez maintenant des hommes qui ne savent pas cuisiner, en général on est comme ça, ben nous on sent quand c'est cramé. Donc c'est irrécupérable. Mais après on dit on l'a sauvé. Vous voyez, on a retiré la casserole, ça n'a pas tout cramé, mais enfin c'est immangeable. Alors qu'en fait les autres, ils se disent, tiens, ça commence à griller. Bon. Et bien là c'est pareil en fait. On a une énorme problématique française. Et c'est assez drôle parce que moi, ce que j'ai entendu là, c'était des problèmes franco-français. D'habitude, avec les Arméniens, j'entends plutôt des problèmes arméno-arméniens. D'accord, hein? On y arrive, ça. C'est-à-dire et d'ailleurs, on arrive même à s'engueuler entre nous. Les Arméniens contre les Arméniens ne sont même pas d'accord, et après, ils voudraient que les autres soient d'accord avec eux. Et on voudrait savoir avec lesquels, eux. Parce qu'ils ne se mettent pas d'accord ensemble, d'accord? Donc maintenant, on a les franco-français. Alors les franco-français, en gros, c'est est-ce qu'on a fait une bonne loi, est-ce qu'on n'a pas fait une bonne loi? Et la problématique, c'est est-ce qu'il y a eu un bon génocide ou pas? Parce que c'est ça l'idée. Si le génocide a bien été effectué, et quand vous arrivez dans la 8e phase, eh bien plus personne n'en parle vraiment. Parce que vous savez très bien cette fameuse phrase de Hitler, qui se souvient du génocide des Arméniens. Et la preuve, c'est qu'on a encore de la difficulté à s'en souvenir, alors qu'on sait qu'en fait, il a influencé Lemkin. Et souvent, d'ailleurs, justement, les Arméniens n'exploitent pas assez Lemkin. Alors pourquoi? Parce que normalement, Lemkin, quand il va définir la notion de génocide, il utilise des paradigmes. Il dit, voilà, pour moi, quand je veux dire génocide, parce que ça n'existait pas avant, c'est ces exemples-là. Ça, je peux les appeler génocide. Et dans ces exemples-là, il donne le mot qui va qualifier en fait les actes en Arménie. Et donc, ça veut dire concrètement, surtout si vous êtes arménien, que chaque fois que vous dites le mot génocide, chaque fois que vous le dites, c'est un point de plus pour les Arméniens. Simplement, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous avez l'impression que le génocide a été fabriqué comme ça, par un juif, il a fait son mot, et puis maintenant, vous essayez de vous calquer sur lui, en disant, voilà, est-ce que nous, on a les critères? Mais c'est complètement crétin comme approche, le plan stratégique. Pourquoi? Parce qu'il a pris comme exemple, pour fonder cette notion, l'exemple arménien. Donc par exemple, moi je vais vous parler d'un éléphant. D'accord? Bon, tu t'énerves pas. Donc par exemple, ça, je dis c'est un éléphant. Je dis, un éléphant, je suis juriste, hein, je fais ce que je veux. Donc un éléphant, c'est lui. D'accord? Maintenant arrive sa famille, elle veut être remboursée parce qu'elle a un fils éléphant. Alors elle arrive et dit, mais enfin bon, mon fils, il a une cravate, il a un costume, il a tout ça, donc c'est un éléphant. Elle arrive donc des autres qui sont encore plus spécialistes que sa famille, qui disent, non mais il n'avait pas la même cravate. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on oublie qu'on a influencé la création de la charte des Nations Unies avec le génocide, que ça a été très bien dit, c'est en fait, c'est mis en place qu'à partir de 48. Bon, à partir de 48, chaque fois que vous utilisez ce mot, vous pouvez reprendre les archives de Lemkin. C'est quasiment jamais fait, on en avait parlé de ça déjà. Hein. C'est jamais fait par les Arméniens.
Parce qu'ils n'utilisent pas l'endroit où c'est écrit de façon spécifique qui parle des Arméniens. Souvent, on a l'impression que Lemkin, parce qu'il était juriste polonais juif, qu'il a fait ça pour le génocide des Juifs. Alors, il faut savoir que sa famille a été grandement éliminée, mais qu'il l'a appris au moment du procès. C'est pendant le procès de Nuremberg, en voyant les noms, il a appris que sa famille avait été décimée. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça a été très bien dit précédemment, c'est qu'en fait, il pensait à la notion de génocide sur des cas qui n'étaient pas du tout juifs. Et ce qu'on oublie aussi, il faut vous rendre compte, c'est que Lemkin lui-même n'était pas très content de la Charte des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a mis moins de choses que ce qu'il voulait. Alors, je vous donne un exemple. Donc, ça va vous énerver, mais ça ne vous concerne pas, donc ça va vous énerver moins. Les goulags, ils voulaient les mettre dans les génocides. Bon, je ne pense pas qu'ici, quelqu'un pense que les goulags n'existaient pas. Bon. Le problème, c'est que les Nations Unies ont un Conseil de sécurité, où il y a des membres permanents. Dans les membres permanents, il y a la Russie. Alors la Russie, elle a dit « OK pour tout, sauf les goulags ». Et comme ils ont le droit de veto, ben, c'est pas passé. Donc, par exemple, c'était très bien l'exemple de rechercher le plus con. Vous allez voir pourquoi. Les goulags, donc les camps de concentration russes ne sont pas dedans. Les camps de concentration chinois ne sont pas dedans. Les camps de concentration de la Corée du Nord, maintenant, ne sont pas dedans. Bon, alors quel est le plus con des trois ? Bah, c'est la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas membre permanent. Donc, par exemple, une stratégie à adopter, c'est essayer de condamner les camps de concentration de la Corée du Nord pour avoir une influence par jurisprudence sur les deux autres. Au moment où vous démarrez avec les deux autres, comme ils ont droit de veto, ben, ils arrêtent tout le processus. Bon. Alors, pourquoi dire ça ? Parce qu'en en fait, on accuse le système français d'avoir un système. Par exemple, on a fait l'allusion aux 60 députés, aux 60 sénateurs. Bon. Alors, finalement, il ne l'a pas dit. Hein. Il n'a pas fait le va-et-vient qui a eu lieu avec la loi, hein, parce qu'on est passé donc, de l'Assemblée, on est passé au Sénat, on est revenu à l'Assemblée, on a repassé au Sénat. Enfin, bon. Et à la fin, on a 60 types qui sont apparus du néant, parce qu'on a l'impression qu'ils n'étaient pas là, eux. Ils n'étaient pas là avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Bon. Et d'un seul coup, on n'a pas eu ou, enfin, c'est encore plus fort, parce qu'on a eu 60 et 60. Et on se dit, ben, ils n'ont pas pris, ils n'étaient pas au courant qu'on faisait des votes en ce moment. Ils n'étaient pas au courant la première fois. Très bien. La deuxième, la troisième, la quatrième, et d'un seul coup, une fois que la quatrième passe, ils disent, non mais nous on trouve que ce n'est pas constitutionnel. Mais attends, mais ils étaient bien dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire en fait qu'il y en avait plusieurs d'entre eux qui pensaient que ça n'irait pas jusqu'au bout. Donc ils se sont dit, je ne vais pas intervenir dès le début et me faire lyncher. Ça va se voir que c'est moi. Quand ils ont vu finalement que c'est arrivé jusqu'à la phase finale, là d'un seul coup, le lobby turc, qui travaillait déjà dessus, et bien d'un seul coup, il a commencé à passer en mode financement. Et là d'un seul coup, on a vu 120 personnes nous expliquer que quand même, avec le système français, on a le droit d'y aller au Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, ça a été très bien dit de façon un peu, je ne vais pas dire partisane, parce que tu as dit que tu ne serais pas partisan. Si, mais je n'ai pas de neutralité axiologique. Moi. Très bien. Alors donc, en fait, il l'a dit de façon partisane, mais un peu bizarre. D'abord, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, eh bien, n'est pas juridique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc le meilleur exemple, c'est que dans le Conseil constitutionnel, on a les anciens présidents de la République. Ils ont le droit d'être dedans. Alors, si vous pensez que, par exemple, tous les présidents de la République française sont des juristes, c'est que vous n'êtes pas renseignés. Bon. À partir du moment où ils ont le droit de vote, et que vous êtes 9, et quand vous regardez avant même le vote, qu'il y en a 5 qui sont pour et 4 qui sont contre, après, il ne faut pas vous étonner qu'on aura pour. Or, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on savait, avant même tous les échanges, je ne parle pas même des petits messages, hein, avant même les petits échanges, on savait qu'on avait une majorité qui allait dire
que ce n'est pas constitutionnel. Donc, on avait fait à ce moment-là une analyse et on avait dit, sur le plan stratégique, si on passe au Conseil, ça va être annulé. Donc, en fait, le grand problème, c'est est-ce qu'on passera au Conseil? Et donc là, on a un problème de tenue de texte, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui vous permettent de ne pas y passer. Et puis il y a des textes qui vous engagent à y passer. Si vous êtes sûr de votre coup, il faut le faire. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Alors je vous rappelle aussi que le Conseil constitutionnel, ça c'est jamais analysé par les Arméniens, c'est comment il est fait. Comment on rentre dedans. Est-ce qu'on change tous les 9 membres? Non. On les change par morceaux. Alors c'est très important au niveau du timing parce que ça dépend du président actuel qui place certains de ses partisans l'endroit. Et je pose la question, si vous retardez assez et vous tombez sur la phase où les gens qui vont être dedans ne sont pas les vôtres, il ne faut pas vous étonner que ça ne va pas marcher. Alors, est-ce que par exemple, il y en a parmi vous qui considèrent qu'ils ont été trahis? Non. Parce que si vous regardez les participants et vous regardez comment ils ont voté, tout le monde a voté selon ses convictions. C'est-à-dire qu'en fait, on savait à l'avance le résultat. Malgré ça, on est mécontent. Alors on est mécontent de quoi? On est mécontent en réalité d'un mauvais timing. Parce que si ce timing avait été décalé, parce que je vous rappelle qu'on avait un problème entre Chirac et Sarkozy, d'accord, et que vous savez très bien que l'un était pro-turc et l'autre pas. L'un avait placé les siens, l'autre n'avait pas placé encore les siens, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une composition qui était extrêmement dangereuse. Donc en fait, le problème est le suivant. Si, voilà, oui. De Sarkozy. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on ne regarde pas la composition d'une équipe, eh bien, on est surpris par le vote. Si on regarde la composition d'une équipe, ben, on n'est pas étonné. Donc, normalement, si on avait réfléchi sur le plan stratégique, à partir du moment où sont intervenues 60 personnes, c'est bon, ça passait. Donc, la problématique, la vraie, c'est comment ça se fait qu'on a laissé passer 60 personnes. C'est ça mon problème sur le plan stratégique. Parce qu'en fait, ça, on n'analyse pas. Et on se dit, mais ils étaient tous présents, des fois ils votaient, des fois ils ne votaient pas, et d'un seul coup, on voit 120 personnes qui arrivent. 120 personnes, c'est plus que le nécessaire, c'est 2 fois le nécessaire. Et moi, je demande, quelles ont été les analyses de la part des stratégistes de ces droits, à savoir, c'est comment sont apparues ces 60 personnes. Parce que si vous dites a posteriori, parce que vous savez, on a énormément de spécialistes de l'a posteriori, ce qu'on appelle les journalistes. Bon, tu ne prends pas ça mal. Pas tous. Oui, il y en a qui n'arrivent même pas à faire la posteriori. C'est ça. Donc, j'ai compris la vanne. Alors, en fait, il vous explique après que c'était prévisible. Oui, mais alors pourquoi tu me le dis après si c'était prévisible? Dis-le-moi avant. Non, parce qu'en fait, avant, ils n'avaient pas analysé. Or, la problématique des 60, c'était l'as dans la manche. On savait que ça allait être activé si ça va trop loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, la loi est allée un peu trop loin. C'est un peu ce que tu es en train de dire avant. C'est que celle-là, elle n'est pas allée assez loin. Donc, ça n'a pas eu besoin d'être activé. Vous voyez? Alors, donc, maintenant, faisons un peu de la théorie des jeux pour faire plaisir à Pierre. Si moi, je suis sûr que si je vais trop loin dans la loi, elle va être anticonstitutionnelle. Est-ce que j'ai intérêt à passer tout ce que je veux ou à passer seulement ce qui peut passer sans activer le processus de manière à pouvoir le modifier? Parce que si je demande plus, ils interviennent, ils me l'annulent et je redémarre à zéro. Parce que je vous signale quand même qu'on a parlé de 2012, mais on n'a pas parlé du fait que ça a duré quand même pas mal d'années pour arriver à 2012. Donc tout le travail qui a été fait, pas seulement par les juristes et les politiciens, mais globalement la communauté arménienne, eh bien, en gros, ça fait presque 6 ans pour rien. D'accord? C'est ça qui est important. Mais donc, en fait, ces 6 ans avec coût. C'est un coût. Parce que ces 6 ans-là, si on avait fini correctement, ça aurait été un investissement.
comme pour une société, d'accord? Vous investissez, ça ne marche pas, ben c'est un coût. Vous investissez, ça marche, eh bien on peut essayer de capitaliser. Donc là, la problématique est la suivante. C'est que on savait qu'il y avait un processus qui va nous permettre d'aller de l'Assemblée, ensuite au Sénat, on peut faire un retour, autant de fois qu'il faut, et ensuite on a quand même toujours le joker, Conseil constitutionnel. Donc, ça c'est un jeu qu'on savait faire. Eh bien moi je peux vous assurer, puisqu'on était là-dedans à fond, c'est qu'il y avait plein de personnes qui ne savaient même pas qu'on pouvait passer au Conseil. Ils étaient persuadés qu'à partir du moment où c'était accepté par l'Assemblée et le Sénat, c'était réglé. Et d'un seul coup, essayez de vous rappeler un peu de l'époque, il y en a qui ont découvert l'existence du Conseil constitutionnel. Ils se disent, ah bon, ça sert à ça? Et ça peut être demandé comme ça? Si facilement? Eh bien oui. Donc, la méconnaissance de certaines règles, ça me rappelle un peu, moi quand je demande à des jeunes, est-ce que vous savez jouer au jeu d'échecs, ils me répondent en général oui. Alors maintenant je connais la technique, je leur dis, est-ce que vous connaissez la prise en passant? Ils me disent non. Bon, alors donc je sais qu'ils ne savent pas jouer au jeu d'échecs. Vous voyez? Parce que si vous leur dites comment bouge le roi, ils savent répondre. Donc s'ils savent la prise en passant, demandez encore le roc. Après, s'ils savent les deux, il y a de grandes possibilités qu'ils savent. S'ils vous disent non sur ces deux-là, vous avez compris qu'ils ne savent pas. Donc en fait la question, essayez de vous replacer maintenant en 2006. Essayez de demander à vos combattants, est-ce que tu connais le Conseil constitutionnel? Eh bien, vous auriez vu qu'ils ne connaissaient pas la prise en passant. Mais ils étaient prêts à jouer. Et après, ils sont prêts à se plaindre parce qu'en fait, ils ont découvert qu'il y avait une infrastructure qui existait depuis bien longtemps. Donc ça leur a fait de la peine. Mais je demande, qu'est-ce qui leur a fait de la peine? Le système français? L'activation du lobby turc? Le problème qu'il y a eu un génocide? Ou l'incompétence? Moi, je trouve que c'est très bien de dire, oui, bon, on a eu une loi, on s'est fait rejeter, après on en a eu une autre, ouais, est-ce qu'elle est assez bonne? Mais la problématique, c'est que sur le plan stratégique, ça a été bien fait. On en parlera aussi des problèmes avec l'Artsakh. C'est pareil, l'analyse, en fait, intérieure, change. Moi, j'ai bien aimé dans le texte, vous vous rappelez, donc moi je l'ai noté, peut-être que vous ne vous rappelez pas, il y a aussi la tentative de génocide. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous rendre compte qu'on a une structure de texte qui parle même de tentative de génocide. Et nous, on en est à l'accomplissement d'un acte, et on se demande encore comment démontrer qu'il existe. Bon, alors imaginez maintenant que, par exemple, le génocide des Arméniens, ça avait été une tentative. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui diraient « c'est même pas la peine d'aller pour la reconnaissance, personne ne va nous reconnaître ». Or, c'est prévu. Moi, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Essayez de faire une expérience de pensée, comme dirait Einstein. Essayez de penser que ça n'a été qu'une tentative, et pas un fait. D'accord? Que vous n'avez pas de victime, mais vous avez la tentative. Eh bien, les Arméniens qui seront capables de défendre cette cause, ce sera ceux qui arriveront à défendre l'autre. Parce que si tu es capable de démontrer qu'il y a eu une tentative et d'avoir une condamnation, c'est sûr que tu es capable de démontrer un acte réalisé. Mais si tu n'es pas capable de le faire pour une tentative, qu'est-ce que tu attends? Vous avez parlé du Rwanda. Donc on a deux tribunaux, effectivement, pour la Yougoslavie et pour le Rwanda. Je vous rappelle quand même que le Rwanda, au moment où ça se faisait, quelle était notre position? Alors je parle aussi bien des Français, aussi bien des Arméniens, si vous voulez je mets aussi les Grecs, je vais mettre les Européens. Ben moi je peux vous dire que quand on parlait nous du Rwanda, en gros on nous disait, il faut voir si c'est fait. Et on disait nous, mais vous allez attendre la fin, que ce soit complètement un génocide pour pouvoir dire, en parler. Parce que je vous rappelle que c'est la position, par exemple, que prend Amnesty International, qui est une association très sérieuse, ne gère les problèmes qu'après les problèmes. Jamais avant. Elle n'a pas le droit dans ses statuts. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la personne soit emprisonnée ou condamnée, etc. Et là, après, elle intervient. Si elle n'est pas condamnée, si on sent qu'elle va être condamnée, elle ne fait rien. Et là, c'est pareil. Le Rwanda, je vous souviens quand même que 10 ans après, on a le 7 avril, Journée internationale du génocide du Rwanda.
officiellement. Journée mondiale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, la société, elle a mis 10 ans pour réaliser qu'il y a eu génocide. Ben, moi, je peux vous dire que c'est vraiment court. Hein. Parce qu'en général, il faut attendre quelques autres sociétés pour réaliser que ça avait eu lieu. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a une absence d'analyse stratégique, même dans le domaine juridique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que comme on a le droit et qu'on est juste, eh bien, on va aller en justice et ça va être réglé, ça va être pour nous. C'est faux, ça. Ça, c'est le raisonnement d'un juge. Et ce n'est pas le raisonnement d'un avocat. Un juge, c'est quelqu'un qui est toujours bien. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des juges qui sont pourris. Non, non, je veux dire, sur le plan intellectuel. Le juge, c'est celui qui suit la loi. L'avocat, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours bien. Parce que l'avocat, dans ses statuts, il a le droit. Et là, je vous dis même en tant qu'interprète, hein, interprète traducteur de la cour d'appel, si je suis avec l'avocat et le client, comme je traduis, il lui dit, tu lui dis ça, tu ne diras pas ça, tu diras ça. On arrive devant le juge, il y a le même avocat, le même client, le même interprète. Et moi, je traduis, quand il me pose des questions, non, non, je ne sais pas. Et moi, je sais que c'est lui qui lui a dit, tu diras, tu ne sais pas. Donc en fait, on a des discussions sur le plan déontologique, et le juge nous dit, non mais vous savez, on sait que vous savez. Ah, bon bah, si vous savez qu'on sait, vous savez qu'on ne traduit pas ce qu'on a entendu. On sait. Bon. Bon, bah alors, puisque vous savez que nous, on est dans un cadre neutre, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pourrait se dire, et quand même, vous ne pouvez pas aider dans l'affaire? Non. Parce qu'on a un statut déontologique. On doit être neutre. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on analyse, en fait, les problèmes de reconnaissance. Alors, donc, par exemple, je reviens à l'analyse de ce qui a été dit. Donc, les pays qui sont séparés, donc les nazis, communistes, tout génocide, etc. Bon, pour les génocides, il faut rajouter la Grèce, hein, parce qu'on sait. Mais, alors attention, c'est pareil, ce qui a été appliqué en Grèce, c'est on pénalise le génocide reconnu par la Grèce. Donc, en fait, 3 génocides. Donc, ils reconnaissent le génocide des Juifs, le génocide des Arméniens et le génocide des Pontiques. C'est ça. Alors attention, ils ne disent pas « je reconnais ces 3-là ». Il dit, la loi était un peu plus subtile, elle dit sera pénalisé tout génocide reconnu. Si on reconnaît un nouveau génocide, eh bien, il sera aussi lui-même pénalisé automatiquement. Vous voyez, c'est différent que de dire « je reconnais ce qui a été fait ». Donc vous avez en fait un article qui peut évoluer sur le plan dynamique, puisqu'il va réussir à absorber des nouvelles reconnaissances. Par exemple, on travaille énormément sur le problème de la reconnaissance du génocide des Assyriens, hein, parce que vous vous rappelez que Assyriens, Grecs et Arméniens sont dans le même paquet, et vous voyez un peu l'absence de cohérence même de la Grèce, c'est qu'elle a reconnu 2 des 3, en disant qu'ils sont 3. Ce qui fait que c'est quand on passe en cours international, la première chose que nous dit, vous êtes d'accord pour les 3? On dit non, mais 2, pour l'instant 2. Alors en fait, ça a été reconnu en 94 et en 96, on est en 2017, on n'a pas reconnu le 3e morceau. Bon, à un moment, vous avez parlé Tzigane, le génocide des Tziganes a été reconnu par la Roumanie, en France, on ne le connaît même pas. C'est-à-dire, en fait, si on vous demandait combien il y a eu de victimes tziganes, vous seriez vraiment embarrassé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est énorme le nombre. Le nombre, il est énorme. Pourtant, on n'a pas assez de travail dans ce domaine, même en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, par exemple, la Suède. Donc, il y a des pays, en fait, il n'y a pas d'incrimination de la négation d'un événement historique. Donc, par exemple, comme la Suède. Mais la Suède, en 2010, elle a reconnu le triple génocide. Bon. Elle a été reconnue, ce triple génocide, par un vote au Parlement, différent de une voix. Une voix. Vous imaginez? 131, 130. Pas des trucs français du genre « j'étais pas là, j'ai pas voté ». Vous voyez, hein, pas du tout. Non, non, ils étaient présents, ils ont voté, et ils sont arrivés à 131, 130. Et la différence a été remarquable parce que ça a été une d'origine, en fait, voilà, et
Là, comme ça s'est fait juste à une voix près, ben, tout le monde est tombé sur elle en disant c'est elle la voix. C'est pas les 130, c'était la une qu'elle aurait dit, elle aurait pu être de l'autre côté. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça c'est fondamental parce qu'il faut vous rendre compte que dans certains pays, le vote d'un député est vraiment important. Parce que ça peut être. Parce que regardez, avec une voix de différence, le pays a basculé sur la reconnaissance. Avec une voix en moins, eh ben on aurait dit voilà, c'est un pays négationniste. Vous voyez comme c'est super dangereux. Alors qu'en fait, nous, on a l'impression, surtout en France, comme ils ne vont pas tous voter, que de temps en temps, apparemment, ils ne savent pas qu'ils sont députés, donc ils ne sont même pas présents, même pour des lois comme ça. Alors, donc cette problématique-là, pour moi, elle est vraiment importante, parce qu'il faut bien se rendre compte d'un autre problème. C'est que souvent, on dit tout est fait pour le génocide des Juifs et quasiment rien pour le génocide des Arméniens. Pour moi, il y a une énorme différence entre les deux. Le génocide des Juifs se base en fait sur le procès de Nuremberg. Donc, à partir du moment où il y a eu Nuremberg, on arrive à avoir une grande plateforme où les gens sont d'accord. Bon. Eh bien, on n'a pas l'équivalent d'un procès de Nuremberg pour la cause arménienne. Ce qui fait que les Arméniens, ils sont obligés d'avoir une reconnaissance par morceaux. Alors, on avait quand même aussi deux tactiques. On a les Arméniens qui sont tellement naïfs, parce qu'il y en a des naïfs, pas seulement que les Arméniens, qui disent « Nous, notre but, c'est que la Turquie reconnaisse le génocide. » Il faut quand même en avoir une couche. Non, mais je veux dire, vous imaginez, il y a des gens quand même qui proposent ça comme idée. Il faut en avoir une couche. Parce qu'en gros, si vous partez de ce principe, il suffit d'attendre. Vous attendez qu'ils changent, vous dites voilà, ils ont changé, c'est bon, c'est réglé. Et puis il y a l'autre approche qui se dit de toute façon, ils ne feront ça que sous la pression. Alors on change et on fait des reconnaissances nationales. Eh bien ça, la cause arménienne, je vous signale qu'elle représente un paradigme pour les autres causes. C'est-à-dire qu'en fait, les autres causes de reconnaissance de génocide se basent plus sur la cause arménienne que la cause juive, parce que les Arméniens sont obligés de se taper chaque pays, donc de faire un lobby dans chaque pays, de faire un enseignement dans chaque pays et d'avoir un vote dans chaque pays. Eh bien les autres pays